Bonsoir Quentin. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Des civils et des lieux ont encore été pris pour cible. On va commencer par là ces derniers jours. Quelles sont les dernières images? Alors il y a eu cette attaque notamment dimanche à Bakhmout dans l'oblast de Donetsk. Une école a été complètement détruite. Vous le voyez sur ces images par un missile russe, une frappe en pleine matinée. Heureusement, au moment de l'attaque, aucun élève ni professeur n'était à l'intérieur. Le bilan est en revanche beaucoup plus meurtrier. À Kharkiv, depuis plusieurs jours maintenant, la ville est pilonnée par les Russes. Des attaques encore aujourd'hui. Jeudi, souvenez-vous, un marché de la ville avait été la cible de lance-roquettes russes, faisant 3 morts et plusieurs blessés la veille. Une nouvelle frappe avait touché un quartier résidentiel de la ville. Ces images de civils tués ou blessés, elles résonnent fort, bien sûr, avec nombre d'autres depuis le début de la guerre. Oui, effectivement, depuis 5 mois maintenant, ces images se multiplient. Exemple, le 16 mars, à Mariupol, avec la destruction du théâtre où étaient réfugiés des habitants. La frappe avait fait plus de 600 morts. Les Russes ont toujours démenti être à l'origine de cette attaque. Une semaine plus tôt, on s'en souvient, la maternité de la ville de Mariupol avait également été touchée, faisant cette fois-ci 3 morts, dont cette femme enceinte évacuée d'urgence. Souvenez-vous des images. Selon le Kremlin, cette fois, la vérité, c'est que la maternité, selon eux, n'était plus en fonction. Il n'y avait donc plus personne à l'intérieur. Et surtout, cette maternité, elle avait des soldats du bataillon Azovstal à l'intérieur. Plus récemment, le 27 juin, c'était un centre commercial de Kremenchuk qui a été détruit en pleine journée. Vous voyez les images, 21 morts. Encore une fois, Moscou affirmait viser un dépôt de munitions, ou des munitions qui provenaient notamment des États-Unis ou encore de l'Europe. Cela a provoqué, selon le Kremlin, un incendie dans le centre commercial, situé donc juste à côté. On l'a vu souvent, les Russes prétextent une raison plutôt militaire pour expliquer les frappes sur ces zones civiles. Mais un rapport de Human Rights Watch met en lumière la mise en danger volontaire, en quelque sorte, de ces civils, en tout cas calculée, pas inconnue par les Russes. Mais c'est aussi du côté des Ukrainiens qu'il faut le regarder, selon Human Rights Watch. Oui, Amélie, selon l'organisation, des civils ont été inutilement piégés dans les combats. La raison, la présence de ces troupes parmi les civils. L'organisation précise que les deux armées doivent faire tout leur possible pour éloigner les civils de telles zones. Dans le détail, l'organisation liste 7 exemples très concrets, comme celui-ci. À Yaïn, en Ukraine, fin février, un bataillon de soldats décide d'installer son camp dans cette école. Ils retiennent alors prisonniers plus de 350 habitants dans les sous-sols de l'école. Vous allez voir les images. Quelques jours plus tard, ces mêmes soldats fuient craignant une offensive ukrainienne. Ils laissent alors volontairement des véhicules blindés et des munitions visibles à l'extérieur. Ils veulent en réalité faire croire aux Ukrainiens qu'ils ont gardé leur position. Les Ukrainiens y croient. Plusieurs bombes ukrainiennes pleuvent alors aux alentours de l'école. Mais l'armée russe n'est pas la seule coupable selon l'organisation humanitaire. Elle pointe du doigt notamment l'installation de soldats ukrainiens dans la région de Kharkiv, à plusieurs postes à proximité de maisons d'habitants, des postes qui ont ensuite été bombardés par l'armée russe. Vous voyez les images et qui auraient provoqué plusieurs blessés chez les civils, des victimes qui auraient pu être évitées si les Ukrainiens s'étaient positionnés un petit peu plus loin. Le comité international de la Croix-Rouge liste d'ailleurs une série de mesures pour éviter de telles victimes civiles. La construction, par exemple, d'abris, le creusement de tranchées, la diffusion d'informations et d'avertissements ou encore le retrait de la population civile vers des lieux sûrs. Un dernier mot, Amélie, concernant le nombre de victimes civiles durant ce conflit. Selon le Haut Commissariat des droits de l'homme, un organe indépendant qui dépend de l'ONU, et l'enquête sur place, plus de 11 860 personnes ont été blessées depuis 5 mois maintenant. Et il faut compter surtout plus de 5 000 morts, 5 110 personnes civiles ont été tuées selon le Haut Commissariat des droits de l'homme. Merci beaucoup Quentin Berrichel. Et donc, si ce n'est volontairement, en tout cas des civils mis en danger inutilement selon le rapport. Avant de rentrer dans le côté, les deux camps sont visés. Général, est-ce que dans cette guerre, les civils sont particulièrement utilisés comme boucliers, en quelque sorte? Alors, malheureusement, dans toute guerre, les civils payent un lourd tribut au bombardement, puisqu'effectivement, quand les Russes avancent, ils bombardent tout indifféremment, même les villes, et donc c'est la population civile qui est la première touchée.
les soldats qui meurent, c'est évidemment très triste. Et enfin, j'allais dire, ils sont là pour ça, pour défendre leur pays, s'agissant des Ukrainiens. Et malheureusement, côté russe, pour attaquer l'Ukraine. Donc oui, la population civile fait les frais, évidemment. Alors, est-ce que plus dans cette guerre... Vous voyez bien ce qui est induit là-dedans, c'est mis en danger inutilement. Est-ce que aussi, particulièrement, on met des armes dans des zones civiles pour tenter d'empêcher les autres de tirer? Est-ce qu'on utilise les civils comme boucliers pour des intérêts? Malheureusement, dans d'autres conflits, oui, j'ai vu ça aussi. On a vu ça en ex-Yougoslavie, on a vu ça en Libye, on a vu ça en Syrie. Malheureusement, c'est souvent le cas. C'est-à-dire que malheureusement, certaines armées ou certains soldats ou certaines troupes se mettent à proximité de populations civiles, espérant que les autres ne tireront pas. Par exemple, donc cacher très concrètement des armes près d'écoles, ça s'est vu et ça se voit encore. C'est ce que vous raconte effectivement votre journaliste. Pour moi, ça a toujours existé et ça existera malheureusement encore. Vous savez, certains mettent même des fausses croix-rouges, des croix-rouges sur des bâtiments, espérant que ce ne soit pas tiré. Mettant des dépôts d'armement, des croix-rouges au-dessus des dépôts d'armement. Donc en fait, j'allais dire, c'est un peu dans les deux sens. Malheureusement, oui, c'est la guerre. Malheureusement, les civils sont les premières victimes d'une guerre. Tel qu'on peut le voir là, et que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. Et donc cette ONG pointe du doigt la mise en danger des civils par la Russie, mais également par l'Ukraine. Et ça, on sait depuis le début de la guerre à quel point c'est sensible quand on s'arrête régulièrement sur les exactions russes. C'est plus sensible de regarder quand parfois les Ukrainiens, eux aussi de leur côté, ne font pas exactement ce qu'il faudrait. C'est compliqué ça à traiter, Galia Kerman? Écoutez, j'ai quand même eu beaucoup de contacts avec des Ukrainiens. Notamment, je suis en contact plus ou moins tout le temps avec un blogueur très connu de Kharkiv qui s'appelle Mikita Soloviev, qui m'a expliqué que les volontaires, même sous bombardement, essaient de persuader la population civile d'évacuer les quartiers qui ont été touchés et qui risquent d'être touchés. Mais tout le monde ne veut pas partir. Ils sont confrontés à un vrai problème parce que, surtout pour les personnes âgées, ils préfèrent souvent rester même sous bombardement, mais ne pas quitter leur appartement. C'est psychologique. Il y a des gens qui ne veulent pas partir parce qu'ils ont peur que s'ils partent, leur appartement sera tout simplement pillé. Et donc, parfois, les volontaires travaillent jour après jour, semaine après semaine, en essayant d'expliquer où les gens vont arriver, qu'ils seront accueillis dans tel endroit, etc., etc. Ils préparent parfois même des évacuations vers des pays étrangers, comme la Pologne, la Slovaquie, etc. Et parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Je pense que les gens qui se sont réfugiés, par exemple, à Mariupol, dans l'usine d'Azovstal, ou qui étaient déjà occupés par les gens du bataillon Azov, c'était des gens qui ne voulaient pas partir parce que peut-être c'était encore possible, quand ils s'y sont réfugiés, de partir. Mais ce que dit Human Rights Watch, Galia, pardonnez-moi, c'est par exemple quand il y a 3 bases militaires ukrainiennes qui ont été établies dans des zones résidentielles. C'est sous-entendu, cette base, il est possible quand même de les positionner ailleurs. On va faire simple. Quand le rapport dit que les forces ukrainiennes ont établi une base dans un centre de contrôle des maladies d'un quartier résidentiel dans une ville, par exemple, là, ce n'est pas tant la question des personnes qui veulent rester alors qu'il y a la guerre, c'est la question de l'Ukraine qui installe des intérêts militaires là où il y a des civils. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends parfaitement. Vous savez, c'est pas que je veux à tout prix justifier ce que font les Ukrainiens, mais il faut aussi comprendre quand même une chose. Ils n'ont pas le contrôle du ciel. Il y a tout le temps des avions de reconnaissance russes, des drones, etc., etc. Si vous établissez une base dans un champ, elle sera quand même beaucoup plus visible que dans un quartier résidentiel. Il faut comprendre aussi ça. Ce que les Ukrainiens essaient de faire, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, c'est d'inciter au maximum les civils de partir. Et ça ne marche pas toujours. Armelle Charrier. Je crois que d'abord, quand on vient d'un pays en paix,
il faut faire un apprentissage de ce qu'est la guerre, parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, du coup, il y a toute une grammaire de choses que l'on voit qui, dans un premier temps, nous choquent et qu'en fait, on doit après considérer comme étant acquis à partir du moment donné où il y a un conflit. C'est ce que disait le général, par exemple, quand on a couvert des choses, que ce soit au Proche-Orient, vous voyez, quand il y avait sur la bande de Gaza avec le Hezbollah, avec des choses, on savait très bien qu'il y avait à un moment donné des écoles qui étaient piégées, il y avait des hôpitaux qui étaient piégés, il y avait à chaque fois cette capacité-là, en fait, d'utiliser les civils là-dessus. Donc, quand on commence sur une guerre, on ne peut pas être étonné de cet acte-là. Quand on voit qu'à un moment donné, ça a pu fonctionner et que lorsque l'on doit protéger effectivement de l'armement, lorsque l'on doit protéger des bases, etc., on se sert des civils, on sait que toutes les parties peuvent le faire et que tout pays peut le faire. Donc, il y a un moment donné, il faut juste avoir les yeux ouverts et se dire, est-ce que c'est fait ou est-ce que ce n'est pas fait? Ensuite, je pense qu'il y a une gradation, parce que vous avez des endroits où ça se fait plus rapidement que d'autres, dans lesquels il faut apprendre ça. Et on a, de la part des Russes, effectivement, mis bien les vecteurs sur des tentatives qui avaient pu avoir lieu. Eux s'en sont défendus, d'autres les ont accusés. Donc là, effectivement, on se fait les échos des deux, mais on voit la possibilité des choses. Après, du côté des Ukrainiens, ça reste dans les probabilités, parce qu'effectivement, à un moment donné, quand ils sont en guerre, ça fait partie effectivement des capacités qu'ils vont aller chercher. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que, à la différence d'autres conflits, c'est qu'il n'y a pas forcément de mot d'ordre non plus. Vous avez aussi des capacités de personnes qui vont décider seules dans leur coin et qui, à un moment donné, considèrent que là, dans cet endroit-là, précisément, elles vont avoir besoin de ça. Et il n'y a pas forcément une chaîne de commandement qui va vous dire, là, vous avez besoin de vous mettre à l'abri des civils. Mais en même temps, chaque fois qu'on va avoir, par exemple, de l'acheminement d'armement, il doit bien se faire d'une certaine manière. Alors, si on vous met de l'armement qui va être dans des trains, que vont ensuite prendre des civils, et ensuite on va dire, ah, les Russes ont bombardé les lignes. Oui, mais en même temps, et les Occidentaux le savent, parce qu'il faut bien, à un moment donné, acheminer. Donc, chacun cherche des routes. Moi, j'ai couvert des conflits, par exemple, au Sahel, où il y avait de l'acheminement, par exemple, d'argent, parce que ça venait des pays du Golfe, et il fallait acheminer de l'argent vers les groupes terroristes, et ça passait avec des voitures qui étaient avec les croissants rouges. Donc, on était sur des véhicules humanitaires. Donc, en fait, il y a toujours cette capacité d'aller dissimuler quelque chose et de le faire, effectivement, au détriment de la population civile, qui se trouve, effectivement, être démunie. Alors, vous avez des pays dans lesquels il y a une protection qui va se faire naturellement, parce qu'on va faire plus attention, mais même dans un pays comme la France, où on a ces raisonnements, où on y pense ou quoi que ce soit, si demain il vient y avoir une guerre épouvantable, on ne sera pas à l'abri non plus d'avoir des capacités de personnes qui vont raisonner de cette manière-là. Patrick Martin-Génier. Oui, alors moi, je suis assez critique vis-à-vis de ce rapport de Human Rights Watch, parce que je suis assez gêné à la lecture de ce rapport, qui semble faire un parallèle entre les armées russes et les armées ukrainiennes. Et on semble oublier qu'il y a des agresseurs, des gens qui se comportent comme des criminels de guerre, qui tuent les civils, qui bombardent, ça vient d'être vu dans votre reportage, qui terrorisent la population. Et d'un seul coup, on met les forces ukrainiennes sur le même côté. Moi, j'estime que les Ukrainiens, alors évidemment, il faudra qu'il y ait des enquêtes, etc., mais les Ukrainiens, les forces ukrainiennes, l'armée ukrainienne, les résistants ukrainiens, n'ont pas nécessairement le choix de l'endroit où ils installent leur défense, leur matériel militaire. Par exemple, Yakovlivka, on a vu dans ce rapport, on dit oui, ils ont installé du matériel militaire dans une école, dans une salle du conseil municipal. Mais d'abord, il n'y avait plus d'écoliers, heureusement, et il n'y avait plus personne dans la mairie. Et on nous dit, oui, simplement, ils ne se sont pas assurés qu'il n'y avait pas de civils dans la zone. C'est extrêmement difficile quand on est sur le terrain, quand des gens se défendent. On doit savoir si des civils doivent être évacués. Galia Ackerman disait très bien qu'il y a des gens qui ne veulent pas partir de leur maison, on l'a vu. Et donc, nécessairement, quand vous êtes en guerre, il y a des civils. Et donc, laisser supposer que les Ukrainiens ne font strictement rien, moi, ça me gêne un peu quelque part. Mais il ne faudrait pas en parler? Ah non, je suis tout à fait d'accord pour en parler. Absolument. Il ne faudrait pas que Human Rights Watch fasse un rapport pour dire qu'il y a un souci. On est en démocratie, l'ONG a le droit, mais je trouve que malgré tout, c'est des choses qui doivent être étudiées pour après la guerre éventuellement, mais dire sur le terrain que les Ukrainiens ont des torts également alors que ce sont des agressés, ça fait le jeu de Vladimir Poutine très clairement. Là, les mots sont choisis, c'est attention à la mise en danger des civils, à la mise en danger inutilement des civils. Mais on ne met jamais inutilement du côté ukrainien la vie des civils en danger, vous comprenez
ce que je veux dire. Autant les Russes utilisent des cibles civiles, on l'a vu, on ne veut jamais toucher les cibles civiles, mais 90% des bombes atterrissent sur des civils. Les Ukrainiens, est-ce que c'est leur objectif? Non. Puisqu'on se dit les choses, oui. Est-ce que le fait qu'on en parle ce soir, ça vous choque? Ah, pas du tout, ça ne me choque pas, car il faut qu'en démocratie, on dise tous qu'il y ait la transparence, mais la transparence veut aussi qu'on soit critique vers un certain nombre de rapports. Je vous pose la question parce qu'en fait, il y a quelques semaines ou quelques mois, plutôt au début du conflit, il y a eu des vidéos d'exactions aussi du côté de soldats ukrainiens. Oui. C'est vrai qu'on parlait beaucoup des exactions côté russe, et puis il y avait eu vraiment une discussion sur faut-il, oui ou non, pointer du doigt les exactions ukrainiennes quand elles existent, et ça avait donné lieu à un débat mais très sain et très riche sur certains disant oui, il faut le faire, il faut regarder les choses en face parce que c'est sain d'aller jusqu'au bout du regard même critique, même si c'est du côté des Ukrainiens. Galia Ackerman, aujourd'hui. Oui, je pense que s'il y a des exactions et s'il y a des crimes de guerre, il faut bien sûr les exposer, sauf que, en effet, il y a peut-être un côté systématique du côté russe, parce que les Russes ont proclamé quand même l'objectif d'anéantir l'Ukraine en tant qu'État et de plus ou moins réduire sa population plus ou moins en esclavage. Et il y a des actes... et donc, quand on parle des viols du côté russe, certainement, il s'agit de viols qui n'ont pas été commandés, mais qui, certainement, on les a laissés comprendre que ce n'était pas répréhensible, que c'était une possibilité, qu'ils pouvaient se servir. Alors que dans le cas des Ukrainiens, il s'agit de cas isolés. Et moi, je pense que oui, en effet, le parquet militaire doit faire son travail. Il peut y avoir, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que ressent un soldat dont la famille et des enfants en bas âge ont été tués? Je pense qu'il peut réellement dérailler. Et général, est-ce que il serait possible que l'Occident se saisisse de ce genre de questions? Par exemple, à la lecture d'un rapport comme celui du Human Rights Watch, disent, nous, on envoie des armes, mais du coup, quand même rappel à certaines règles auprès des Ukrainiens. La semaine dernière, par exemple, on a rapporté le fait que les Américains s'interrogeaient sur leur stratégie en termes de livraison d'armes en disant on ne doit plus être dans la quantité, mais plutôt dans la qualité, la bonne utilisation, la bonne stratégie des armes. Est-ce que les Américains pourraient dire on envoie les armes, mais rappel des règles aux Ukrainiens? Le problème, c'est que malheureusement, la guerre est atroce. Et quoi que vous fassiez, et Madame a raison de dire qu'effectivement, un soldat qui a vu sa famille décimée, comment réagit-il? Est-ce qu'il y a des exactions? Alors c'est vrai que pour moi, la fin ne justifie pas les moyens. On ne peut pas tout se permettre. C'est-à-dire que j'entends bien qu'effectivement les Ukrainiens se mettent au milieu des villes, etc. C'est logique pour essayer de se cacher des vues, effectivement, de l'aviation en particulier russe. Mais est-ce qu'on se met au milieu de la population? C'est tout le problème, en fait. Est-ce qu'à la guerre, on peut tout se permettre? Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des règles à la guerre. Elles sont là pour être appliquées. Et ensuite, effectivement, qu'il y ait des juges qui mettent des enquêtes pour savoir, effectivement, s'il y a eu des crimes de guerre. C'est bien. Mais pour ça, il faudra malheureusement attendre la fin de la guerre. C'est-à-dire que tant qu'il y a une guerre, tant qu'il y a un conflit, c'est plus difficile de le faire, même si ça a commencé à être fait. En particulier dans les premiers massacres qu'on a pu voir au début de la guerre. Il y a effectivement les juges ukrainiens qui ont commencé. Effectivement, il y a des soldats russes qui ont été jugés. Malheureusement, à la guerre, il y a des atrocités. Et on se souvient de la guerre dans le Donbass. En 2014, il y a eu quand même 15 000 morts, à peu près 5 000 civils tués. 5 000 soldats de part et d'autre environ, et 5 000 civils tués. Donc en fait, on voit bien que là, on arrive à 5 000 civils, a priori, d'après les décomptes qui ont été faits. Donc oui, c'est atroce. Et malheureusement, je pense qu'à la guerre, il y a des règles, et que ces règles doivent être respectées. Il y a des conventions de Genève, et ces règles sont faites pour être respectées. Malheureusement, tout n'est pas contrôlable, même pour un chef militaire. On sent même à notre manière de s'exprimer les uns les autres à quel point ce genre de sujet est sensible. On y va vraiment en pesant chaque mot, pas à pas. Armelle Charrier. Oui, et puis je crois qu'après, il faut se dire que dans une guerre, il y a, vous savez, chaque partie, de toute manière, porte sa part de ténèbres. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les Ukrainiens ne commettent aucune exaction, qu'ils ne fassent aucun crime de guerre et qu'il n'y ait pas de souci du tout. Ça fait partie de la réalité. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est
deux choses. La première, c'est en quelle quantité, ce qui change radicalement la chose, parce que vous pouvez avoir des cas qui sont plus isolés, et puis vous pouvez avoir des choses qui sont beaucoup plus massives, et ça change la donne. Et puis de savoir qui les commet. Et en fait, moi, je suis toujours étonnée sur le fait qu'on parle de les Ukrainiens, par exemple, quand on va parler des Russes, quand on va parler... Or, vous avez des entités qui sont tout à fait différentes. Vous avez un président, vous avez une gouvernance, vous avez une armée, vous avez des milices. Et puis quand vous êtes en guerre, vous avez aussi des chefs de responsabilité dans un village ou dans une petite ville. Et c'est pas la même chose, parce qu'un individu peut prendre une décision, et si c'est pas relié avec la gouvernance, c'est pas la même chose. Effectivement, même dans la qualification en crime de guerre, etc., dans la manière dont les enquêtes sont menées, on essaye de voir s'il y a une chaîne de commandement et s'il y a eu ordre donné et d'où est venu l'ordre précisément. En fait, ça me permet d'avancer en regardant comment les choses sont verbalisées côté russe. On retombe toujours sur nos pieds du double discours ou de cette communication. Porte-parole du Kremlin, M. Peskov, Vladimir Poutine nous a demandé expressément en somme de ne pas toucher les civils. Regardez. Наш президент, господин Путин, неоднократно подчеркивал, что наши вооруженные силы имеют четкий приказ Верховного Главнокомандующего избегать ущерба для гражданской инфраструктуры и жертв среди гражданского населения. Поэтому вооруженные силы работают очень аккуратно, используют высокоточное оружие, исключают какие-либо удары по гражданской инфраструктуре. Juste quand même, on va regarder des images, centre commercial de Kremetchuk encore ces derniers jours. Ce sont bien des civils qui ont été tués, c'est bien un bâtiment civil qui a été ciblé. Voilà, je mets juste les éléments sur la table. Du coup, on regarde sur cette position du Kremlin. Oui, alors c'est quand même complètement dérisoire, parce que vous savez, il y a eu deux hypothèses qui ont été évoquées par les généraux, c'est de dire, ah bah regardez, cet équipement militaire, il est tellement vétuste qu'il n'a aucune précision, et donc il ne sait pas beaucoup où ces bombes atterrissent. Puis en même temps, on voit très bien que plus de 70% des frappes, en réalité, frappent des civils, des populations, des centres culturels, des hôpitaux, des écoles, des crèches, j'en passe et des meilleurs, et donc à un moment donné, ce n'est plus un hasard. Donc c'est encore une vraie propagande de la part du Kremlin. Non, l'objectif, et on le voit bien tous les jours, on bombarde, on terrorise la population et donc on touche les populations civiles. On en vient à penser, Gali Ackerman, que plus le Kremlin va dire non, surtout nous on ne veut pas toucher les civils, plus il y a une volonté de cacher le fait qu'ils le font particulièrement. Non, mais à force d'analyse, c'est le genre de conclusion qu'on pourrait en tirer. Mais vous savez, généralement, dès le début de cette guerre du côté russe, elle est bâtie sur le mensonge. Mensonge tout à fait délibéré, qui concerne les objectifs de cette guerre, qui concerne les préparatifs du côté ukrainien, soi-disant à attaquer la Russie, etc. etc. Et de même, il y a un mensonge russe systématique sur ces frappes, parce que à chaque fois, on répète, c'est une sorte de mantra, on répète, non, on attaque uniquement des infrastructures militaires et des concentrations de troupes. En fait, il n'en est rien. Et vous vous souvenez, Mariupol, ils ont dit d'abord que ce n'était pas eux, ensuite ils ont dit que c'était aussi une concentration de militaires dans ce théâtre de Mariupol. Pour cette maternité qui a été montrée avec la femme qui est à moitié déjà morte, qui tient le ventre avec son bébé et qui vont mourir tous les deux, ils ont dit qu'il n'y avait pas, que la maternité ne fonctionnait pas, qu'il n'y avait pas de femmes enceintes ou qui ont accouché à l'intérieur. Pour le centre commercial, ils ont dit que ce centre n'était pas en fonctionnement, que c'était une mise en scène, etc. Donc, quand on nie systématiquement les faits comme ça, oui, on peut supposer, comme Patrick l'a dit, qu'il y a une tentative tout à fait délibérée de terroriser la population. Pour conclure sur le sujet. Ouais, j'allais dire, c'est un peu le retour du vieil homme soviétique, c'est-à-dire que le journal qui s'appelait La Pravda, la vérité, disait exactement l'inverse, c'était tout sauf la vérité. Finalement, donc le mensonge est inhérent, j'allais dire, à cette guerre. Effectivement, ce que vous venez de dire est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on voit bien les destructions, qu'il y a plein de bâtiments civils qui sont détruits, il y a plein de civils malheureusement qui meurent sous les bombardements, bien souvent plus d'artillerie d'ailleurs que de tirs d'avion. Et ils avancent comme ça d'ailleurs les Russes, en matraquant et en bombardant tout ce qui est devant eux pour avancer petit à petit.